En 2021, alors qu'il forait à environ 3 mètres sous la surface gelée du permafrost de Sibérie nord-orientale, des chercheurs ont mis au jour une forme de vie figée depuis 24 000 ans. Puis, ils lui ont redonné vie, avant de la cloner. Ou, pour être plus précis, elle s'est clonée toute seule. Cela pourrait évoquer le prologue d'un récit d'épouvante, mais rassurez-vous, il n'en est rien. Ce que les scientifiques ont exhumé, c'est un organisme microscopique en état de congélation, susceptible de bouleverser en profondeur notre compréhension des mécanismes de l'évolution et de la survie. Les minuscules êtres ainsi exhumés sont des rotifères bédéloïdes, de petits animaux microscopiques pourvus de bouches en forme de roue, dont ils se servent aussi bien pour se mouvoir que pour se nourrir. Découverts pour la première fois en 1696, ils sont relativement répandus dans les milieux d'eau douce à travers le globe, avec quelques espèces adaptées à l'eau salée. Ils pourraient donc sembler dénués d'intérêt. Pourtant, depuis que les premiers microscopes ont permis de les observer, ils fascinent les chercheurs. Bien que ne mesurant que quelques dizaines de microns, ils présentent une complexité étonnante, disposant d'un cerveau, d'un tube digestif, de muscles et même d'un système reproducteur. Et si cette complexité renfermait en elle le secret d'une résilience ultime, peut-être même applicable à l'être humain? Examinons cela de plus près. Ces organismes sont des extrémophiles, capables de survivre à une déshydratation totale à n'importe quelle étape de leur cycle de vie, pour ensuite ressusciter une fois réhydratés. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent endurer des conditions parmi les plus hostiles sur Terre, ou dans l'espace, voire rester ensevelis dans les glaces sibériennes pendant des dizaines de millénaires. Ce phénomène s'explique par leur capacité à entrer en cryptobiose, un état dans lequel les organismes suspendent leur métabolisme et deviennent presque inactifs. Si cela peut sembler relever du jargon scientifique, sachez que ce principe sous-tend aussi la conservation de nombreux produits que nous consommons au quotidien. Prenons l'exemple de la levure. Les cellules vivantes de levure sont enveloppées d'une couche protectrice faite de cellules mortes et de quelques nutriments. Elle peut se conserver à température ambiante, mais c'est l'exposition au froid, réfrigérateur ou congélateur, qui active une forme de cryptobiose, prolongeant considérablement sa durée de vie. Durant la cryptobiose, les rotifères accumulent divers composés protecteurs, dont les protéines chaperon, qui jouent un rôle essentiel dans leur capacité à se régénérer une fois les conditions redevenues favorables. Celles-ci agissent comme de petits gardes du corps. Leur fonction est d'empêcher les autres protéines de se détériorer sous l'effet du stress. Lorsque l'organisme subit un stress, qu'il soit dû à une exposition au froid, à la chaleur, à des toxines, à la déshydratation ou même au vieillissement, les protéines contenues dans nos cellules peuvent perdre leur structure. Or, une protéine ne peut remplir sa fonction que si elle adopte une forme bien précise. Dès que ce pliage se défait, la protéine devient non seulement inefficace, mais elle peut aussi se révéler néfaste. Ces protéines mal repliées peuvent s'accumuler dans les cellules et perturber leur fonctionnement. Dans certains cas, elles s'agglutinent et finissent même par l'empoisonner. Ce type de détérioration est d'ailleurs associé à certaines maladies graves, comme celle d'Alzheimer ou de Parkinson. Mais si les rotifères peuvent produire des protéines aptes à préserver l'intégrité cellulaire dans des conditions extrêmes, ne pourrait-on pas en tirer parti pour protéger les cellules humaines des maladies et du vieillissement? En analysant les couches de glace où ces rotifères ont été extraits, on a pu déterminer qu'ils étaient congelés depuis au moins 24 000 ans. Cette découverte marque une avancée spectaculaire, les recherches antérieures ne leur attribuant qu'une capacité de survie d'une dizaine d'années dans un état gelé. Voilà un record remarquable. Cette période correspond à ce que l'on appelle l'époque du Pléistocène tardif, une période dominée par l'ère glaciaire. Cela signifie que ces invertébrés étaient déjà en dormance lorsque Mani et Sid, les héros fictifs de l'âge de glace, arpentèrent les étendues gelées en compagnie des fameux tigres à dents de sabre et autres paresseux géants. Petite anecdote, contrairement à leur représentation dans des films tels que L'âge de glace, les mammouths laineux n'étaient pas aussi gigantesques qu'on l'imagine. Leur taille et leur poids étaient en réalité comparables à ceux d'un éléphant d'Afrique contemporain. Il est fascinant et cruel de constater que ces créatures colossales issues de l'ère glaciaire ont disparu, tandis qu'un minuscule organisme, étrange et discret comme le bédéloïde, a traversé les millénaires sans faillir. Pour en revenir à notre créature, après son dégel, l'organisme n'a pas seulement repris ses mouvements, il a aussi entamé un processus de reproduction. Cela est rendu possible par la parthénogenèse, une forme particulière de reproduction, dans laquelle les embryons se développent à partir d'œufs non fécondés,
permettant à l'organisme de se reproduire de façon autonome. Ce procédé s'apparente à une forme de clonage naturel. De nombreux êtres vivants, certains insectes, reptiles, voire quelques espèces d'oiseaux, y ont recours, du moins dans des conditions précises. Chez les abeilles, par exemple, les mâles naissent d'œufs non fécondés par ce biais, ce qui les rend génétiquement identiques à leur mère. Néanmoins, la parthénogenèse est souvent perçue comme un handicap sur le plan évolutif, car elle engendre une diversité génétique limitée, conduisant généralement les espèces qu'on est concernées à disparaître. Pourtant, les rotifères bédéloïdes ont évolué en plus de 450 espèces distinctes sur des millions d'années, un fait d'une rareté exceptionnelle. Leur persistance serait liée à plusieurs adaptations remarquables. La capacité de suspendre leur métabolisme grâce à la cryptobiose, de réparer leur ADN par des protéines spécialisées, et même d'acquérir des gènes utiles issus d'autres organismes par un processus appelé transfert horizontal de gènes. Contrairement à la majorité des animaux qui dépendent exclusivement de l'ADN hérité, ces créatures ont la faculté de s'approprier le matériel génétique de bactéries, de champignons, voire de plantes. Elles l'intègrent ensuite à leur génome, afin d'adopter de nouveaux attributs de survie. Des études ont révélé que jusqu'à 10% de leur génome actif serait d'origine extérieure. Ceci pourrait expliquer leur résistance. Elles incorporent des gènes favorisant la tolérance au stress, la dégradation des toxines ou la réparation des dommages dus aux radiations, modifiant ainsi leur ADN en temps réel. Il ne s'agit pas d'un processus comparable à celui du flagelleur mental de Stranger Things, où une créature en assimile d'autres pour croître et se renforcer. Il faudrait plutôt y voir le stratagème d'un espion subtil, dérobant les plans secrets d'un laboratoire concurrent. Lorsqu'une cellule éclate, comme dans le cas de bactéries mourant à proximité, les bédéloïdes capturent pour les fragments d'ADN dispersés et les incorporent à leur génome. Il est d'ailleurs étonnant de constater que leur espérance de vie en temps normal n'excède guère 2 semaines. L'échantillon de sol qui renfermait ces rotifères contenait également des nématodes, ou vers ronds, une autre catégorie de micro-organismes reconnus pour leur aptitude à survivre des dizaines de milliers d'années dans la glace. Et cela ne se limite pas aux seuls animaux microscopiques. Les chercheurs sont parvenus à faire repousser de la mousse antarctique, ainsi que des plants entiers de silène à partir de graines ou d'échantillons restés congelés pendant plusieurs siècles, voire millénaires. En 2016, une équipe japonaise est même parvenue à ranimer des tardigrades, ces oursons d'eau, après 3 décennies passées en cryptobiose. Les tardigrades impressionnent d'autant plus qu'ils peuvent demeurer en vie, plongés dans un état de suspension, pendant près de 30 ans, sans nourriture ni eau, tout en résistant à des écarts de température allant d'un froid extrême à 150 degrés. Ils supportent également des pressions abyssales, le vide spatial, la microgravité et les radiations intenses de l'espace. Vous vous souvenez que nous avons dit que ces espèces survivaient aux pires conditions terrestres, et même au-delà, ce n'était nullement exagéré, et vous comprenez désormais pourquoi. C'est bien cette robustesse qui a poussé la NASA et ses collaborateurs à envoyer des rotifères bédéloïdes et des tardigrades en orbite. Ils ont même séjourné à bord de la Station spatiale internationale, où ils ont permis aux chercheurs d'étudier les effets de la microgravité, des radiations et du stress. Mais ce n'est pas tout. En 2007, l'Agence spatiale européenne a envoyé un groupe de tardigrades en orbite terrestre basse, totalement exposés, sans protection, livrés au vide spatial. Ils ont été soumis aux radiations cosmiques, à des ultraviolets 1000 fois plus intenses que ceux frappant la surface terrestre, et à des températures proches du zéro absolu. Et à leur retour, la majorité a repris vie, et s'est même reproduite en dépit des conditions extrêmes qu'ils avaient subies. Ce constat évoque une vieille hypothèse scientifique, la panspermie, l'idée selon laquelle la vie ne serait pas née sur Terre, mais y aurait été introduite, portée par des poussières cosmiques ou emprisonnée dans des météorites. Autrefois reléguée aux marges de la science, cette théorie paraît soudainement moins fantaisiste lorsque l'on observe des organismes survivre à de telles agressions cosmiques, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des humains? Cela signifie-t-il que nous maîtrisons enfin les mécanismes de l'hibernation et sommes prêts à les appliquer à notre espèce? Hélas, la réalité demeure plus proche de la science-fiction. Toutefois, l'étude des rotifères, des tardigrades et d'autres organismes d'une résilience comparable pourraient ouvrir la voie à des avancées majeures dans divers domaines. Leur extraordinaire robustesse pourrait bien servir de modèle, un modèle pour la médecine, pour redéfinir le vieillissement, voire suspendre l'élan vital ou l'étirer. Il s'agit d'innovations concrètes,
mieux préserver les organes humains pour les greffes, concevoir des traitements ralentissant le vieillissement cellulaire, et peut-être, un jour, permettre une hibernation cryogénique assez longue pour entreprendre un voyage interstellaire. On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai, découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor. Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts trouvés dans l'épave d'Anticythère font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une 2e épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'1 siècle. Et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille.
La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mensun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ? Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminacium. Il est intéressant de noter que Viminacium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Kostolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les os d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator. Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. Il a dirigé l'équipage vers la baie de Mercy. Ils ont dû y rester jusqu'en 1853, lorsque l'équipage du HMS Resolute les a enfin secourus. Imagine un équipage de 60 personnes qui a dû passer 3 hivers dans l'Arctique sans même savoir s'ils allaient survivre. Plus tard, le navire a été retrouvé, se dressant dans environ 11 mètres d'eau. Il était en très bon état. L'eau de l'Arctique avait empêché le pont extérieur du navire de se détériorer rapidement. On peut clairement voir la silhouette du navire et le bois dont il est fait. De plus, les archéologues ont découvert des artefacts sur la terre ferme laissés par les marins. Ils avaient tout déchargé avant d'abandonner l'Investigator. 3 tombes de marins et une épave de la marine britannique ont également été découvertes dans la région. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé.
Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Zopheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau.
Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène. Mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités.
On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat.
à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pello, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Nous sommes en hiver 1980. Nous nous trouvons dans la petite ville de Lyngby. Jean Hilliard, 19 ans, rentre chez elle en voiture après avoir rencontré un ami. Elle prend un raccourci et s'engage sur une route glissante et verglacée. Dans l'obscurité, elle perd le contrôle de sa voiture à traction arrière. Le véhicule s'écrase dans un fossé. Clignotant d'urgence, chute de neige, nuit et gel intense. Jean sort du véhicule. Elle ne porte qu'un léger manteau d'hiver, des moufles et des bottines. La température de l'air est beaucoup plus basse que dans un congélateur. Jean est sûre que son ami habite tout près, alors elle marche dans cette direction. Elle grimpe une haute colline et se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Il semble qu'elle se soit perdue. La jeune fille erre sur quelques kilomètres de plus et remarque au loin la maison de son autre ami. Frigorifiée, elle s'y dirige. Puis, tout devient noir. Jean perd connaissance. Le lendemain matin, un éleveur du nom de Wally Nelson se réveille de bonne humeur. C'est la saison des fêtes. Dehors, la nature ressemble à un conte de fées hivernal. Il sort de chez lui et remarque le corps de Jean Hilliard gisant à quelques mètres de son porche. Wally s'approche de la jeune fille, la secoue et est horrifié. Son corps est raide et froid comme du bois gelé.
Ses yeux sont ouverts et ne bougent pas. Ses cheveux sont congelés. Elle n'a pas l'air vivante. Mais Wally voit qu'elle respire encore. Jean a réussi à survivre. Wally veut la mettre dans sa voiture pour l'emmener chez le médecin. Mais le corps de la fille ne se courbe pas et ne peut pas entrer dans la voiture. Il a l'impression de porter une statue. Il prend une voiture plus grande et se précipite à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins prennent Jean en charge, mais ils pensent qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sa main est si gelée et si dure qu'aucune aiguille ne peut la pénétrer. Une température basse, des yeux vitreux et des muscles rigides comme la pierre sont les effets de ce mode d'urgence. Son corps a dirigé tout le sang vers les organes vitaux pour assurer leur fonctionnement. C'est pourquoi d'autres parties de son corps semblent sans vie et sa peau et ses muscles ne réagissent à rien. Les médecins décident de mettre des coussins chauffants sur la jeune fille pour la réchauffer. La famille espère qu'elle se rétablira. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Les engelures sont très dangereuses, car tous ces fluides gelés commencent à se dilater. Remplissez une petite bouteille d'eau et mettez-la dans un congélateur pendant quelques heures. Sortez-la ensuite et vous verrez que la bouteille semble s'être dilatée, voire s'être fissurée, en raison de l'augmentation du volume de liquide. La même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'elle gèle, ces particules se transforment en cristaux de glace et déchirent les membranes cellulaires. Les fragments de glace peuvent s'étirer et détruire les tissus. C'est ce qu'on appelle des gelures. En outre, notre corps peut ralentir tous ces processus internes dans des conditions de froid extrême, afin d'économiser ses forces et son énergie. Le cœur produit moins de battements et les poumons cessent de consommer autant d'oxygène. Le métabolisme ralentit. C'est ce qui est arrivé à Jean, et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Elle est restée allongée dans la neige par grand froid pendant environ 6 heures. Mais pourquoi les particules de glace n'ont-elles pas commencé à détruire ses membranes cellulaires? Comment son corps a-t-il résisté à de tels dommages et réussi à survivre? De retour à l'hôpital, les médecins sont heureux de voir Jean se rétablir. Le sang chaud se répand dans les vaisseaux gelés et ramène son corps à la vie. Étonnamment, les cristaux de glace n'ont pas endommagé ses muscles ni sa peau. Quelques heures plus tard, la jeune fille reprend conscience. À midi, elle commence à parler. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir marché jusqu'à la maison de son ami, puis s'être réveillée à l'hôpital. Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que la voiture de son père gît quelque part dans un fossé. Il s'avère que la jeune fille est tombée et a rampé à 4 pattes jusqu'à la maison de Wally Nelson. Elle ne s'en souvient pas, mais apparemment, son cerveau a activé l'instinct de survie cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ramper sur les derniers mètres. Jean s'est évanouie devant la porte et est restée là pendant 6 heures. Les médecins examinent la jeune fille et constatent qu'elle est en parfaite santé. Elle sort bientôt de l'hôpital. Ce cas n'est pourtant pas unique. Un professeur en médecine d'urgence, David Plummer, a déclaré qu'il avait vu environ 12 cas similaires au cours des 10 dernières années, où des patients avaient survécu à de graves gelures. Jean rentre chez elle et découvre qu'elle est devenue célèbre. Les gens écrivent sur elle dans les journaux, veulent l'interviewer et même produire des documentaires. Son cas a attiré l'attention de nombreux médecins dans le monde entier. Mais personne n'a été en mesure de découvrir exactement comment elle a réussi à survivre. Dans le cas des êtres humains, de telles guérisons semblent absolument miraculeuses. Mais de nombreuses créatures du monde naturel peuvent adapter leur corps à des conditions extrêmes. L'une d'entre elles est la grenouille arboricole. Ces créatures vivent principalement dans les régions tempérées et tropicales d'Eurasie. Elles doivent parfois faire face au froid. Leur corps injecte donc du glucose dans leur circulation sanguine lorsqu'elles se sentent gelées. Et le contenu de leurs cellules se transforme en sirop. Le sucre abaisse le point de congélation de l'eau. Ainsi, les grenouilles arboricoles se sont adaptées à de telles conditions. L'eau à l'extérieur de leurs cellules peut toutefois geler. Leur corps peut même devenir aussi dur que de la glace, mais elles resteront bel et bien en vie. Puis, lorsqu'il fait plus chaud, elles récupèrent complètement. Le sang remplit leur corps et met tous leurs muscles en mouvement. Mais l'un des animaux les plus étonnants qui soit capable de résister à des températures glaciales est le poisson des glaces. Il est transparent et ressemble un peu à une méduse. Il nage dans les eaux sombres et froides de l'Antarctique.
Le poisson des glaces s'y sent bien, grâce à l'antigel contenu dans son sang. Plus précisément, il s'agit d'une substance unique qui possède les mêmes fonctions que l'antigel. Ce liquide ne permet pas aux cellules, aux organes et à l'ensemble du corps de l'animal de geler. Il n'y a pas de globules rouges dans le sang du poisson qui transporte l'oxygène dans tout son corps. C'est le seul vertébré à posséder un tel pouvoir. Il existe sur notre planète des organismes qui utilisent le froid pour prolonger leur vie. Des scientifiques en ont trouvé dans les glaces de Sibérie. Il s'agit de créatures multicellulaires microscopiques, comme de petits vers, qui pourraient normalement survivre dans un congélateur pendant environ 10 ans. Mais ces vers de Sibérie avaient environ 24 000 ans. Les scientifiques les ont transportés au laboratoire et les ont décongelés. Et les vers sont revenus à la vie et ont commencé à se multiplier immédiatement après tous ces siècles de sommeil. Leur corps peut entrer en cryptobiose. C'est le cas lorsqu'un organisme entièrement congelé conserve des fonctions vitales minimales. L'analyse a montré que les vers pouvaient rester dans ce mode pendant des dizaines de milliers d'années. Et il y a beaucoup de ces créatures sur notre planète. De plus, celles-ci figurent parmi les plus résistantes aux radiations qui soient. Elles sont pratiquement invulnérables. Mais revenons à notre histoire. Il est possible que le corps de Jean Hilliard soit entré dans un bref état de cryptobiose. Peut-être qu'il se trouvait un liquide résistant au gel dans le sang de la jeune fille, mais personne n'en est sûr. Aujourd'hui, elle mène une vie ordinaire et ne se souvient presque pas de l'incident. Des recherches plus approfondies sur ce sujet peuvent aider les scientifiques à créer des médicaments spéciaux qui pourraient aider en cas de température glaciale. Imaginez que vous puissiez sortir en toute sécurité en hiver, simplement vêtu d'un t-shirt et d'un short. De la vapeur se dégagerait de votre corps et la glace sous vos pieds fondrait. Vous auriez chaud à l'intérieur. Ce n'est peut-être qu'un beau rêve, mais de façon réaliste, les fabricants de manteaux d'hiver ne le permettraient jamais, bien entendu.